sur les réseaux sociaux, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi parce que tellement il n'y a pas, tellement pas de joueurs au Bénin, tellement pas de vivier qu'on essaye d'en trouver, qu'on essaye de créer des choses et tout. C'est quelque chose qui m'énerve profondément en fait. Les cadres de la sélection nationale se livrent à cœur ouvert et vous allez tout suivre du début jusqu'à la fin. Exclusivité bien sûr, ORTB, SRTV, Bénin TV, tout ce que vous voulez. Mais avant, pour ceux qui veulent commander le TikTok monétisé, plus 229 01 53 63 87 30, publicité, promotion pour vos articles, tout ce que vous voulez. On va vous servir. L'autre chose, si vous voulez faire ce type de contenu, jusqu'à aboutir à la monétisation, plus 229 01 53 63 87 30, on va vous distiller cette formation. Maintenant, les pages Facebook ou bien les chaînes qui nous signalent parce qu'on utilise leur contenu, ça c'est révolu. On a des chaînes orientées Côte d'Ivoire, on utilise leur contenu là-bas, on n'a pas ces problèmes-là parce que ça leur crée aussi de l'audimat, ça permet bien sûr de valoriser bien sûr leur chaîne et leur page. Mais il y a des chaînes YouTube béninoises, on utilise bien sûr leur contenu. Page Facebook béninoise, on utilise leur contenu sur YouTube. Bon, ils ont créé des chaînes aussi et on nous envoie des signalements par-ci par-là, comme quoi, bon, YouTube va nous signaler jusqu'à supprimer notre chaîne. On remercie bien sûr l'ORTB, Bénin TV, parce qu'on utilise aussi leur contenu. Donc, merci encore. Suivez l'intégralité à présent. Carton rouge, je ne joue pas. Donc ça, c'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler. C'est des choses que vous ne pouvez pas contrôler, mais j'espère, comme je l'ai dit, il me reste 2 ans de contrat. Aujourd'hui, on vient de changer de coach. J'espère que la prépa va me permettre justement de repartir sur de bonnes bases et de pouvoir passer une saison complètement différente de la première que j'ai passée. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un, comme mes camarades ici, on est des battants. Vous savez, on est là, même quand on subit des échecs, on sait se relever. Voilà. Aujourd'hui, c'est un message aussi que j'envoie à toute la jeunesse béninoise, à tous les jeunes qui aspirent à être des footballeurs professionnels. Il faut être fort mentalement. Parce que ce genre de choses, vous allez le vivre régulièrement. Quand vous allez arriver en Europe ou ailleurs, c'est des moments que vous pouvez vivre. Et si vous n'êtes pas fort dans la tête, vous craquez. Aujourd'hui, un Saturnin, il aurait pu craquer plein de fois. Mais il est toujours là. Il est toujours là à se battre, à essayer de revenir sur le devant de la scène. Et c'est pareil pour nous tous ici. Et c'est comme ça en fait. Donc j'espère que vraiment la jeunesse béninoise et tous les jeunes qui sont aussi parmi nous au sein de l'équipe nationale comprennent que c'est pas facile une carrière. Une carrière, si on veut durer dans le temps, il ne faut pas lâcher. Même quand vous subissez un échec, il faut savoir que, comme vous l'avez dit aussi, le football, ça va très vite. Ça peut vite changer. Et moi, j'espère que ça va vite changer pour moi aussi, parce que j'ai encore de belles années devant moi. Alors, on a appris, selon certaines informations, que vous aurez eu des propositions sur la table lors du mercato hivernal. On vous a annoncé à Lens, on a même annoncé un retour à Brest, on vous a annoncé dans plein de clubs. Est-ce que c'était réel ou c'était juste des rumeurs? Bon, Lens, c'était pas du tout réel, mais par contre, j'ai eu pas mal de sollicitations. Et ça, c'est sans mentir, j'ai eu des dizaines de sollicitations, effectivement. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas décidé de vous relancer? Parce qu'ils ont refusé. Parce que tout le mois de janvier, on était d'accord avec mon directeur sportif pour que je puisse partir. Sauf qu'il y avait cette chose de les 6 prêts à l'étranger. On ne pouvait pas faire plus de 6 prêts à l'étranger. Le club avait déjà fait 6 prêts à l'étranger. Moi, je voulais partir à l'étranger, je ne voulais pas rester en Allemagne. Malgré tout, j'avais des offres en Allemagne, mais en 2e division. Mais je souhaitais partir dans une 1re division à l'étranger. Donc il a fallu attendre qu'il libère un joueur qui était en prêt pour me permettre à moi de partir à l'étranger. Ils étaient en train de faire le deal pour ce joueur. Dernier jour du mercato, le directeur sportif, le matin, il vient me voir, c'est bon, le deal va se faire pour l'autre joueur et toi, tu pourras partir. Le matin, il me dit ça. Le soir, il appelle mon agent pour lui dire, Steve, tu bouges pas. Aujourd'hui, on a Merguim Berisha qui est arrivé au club, qui s'est blessé. Il a signé au club, il s'est blessé. En fait, il était déjà blessé en signant. Donc c'était un attaquant qu'ils avaient pris pour moi me laisser partir. Le gars s'est blessé, donc ils ont décidé de ne plus me laisser partir au cas où un autre joueur se blesse, un autre attaquant se blesse, que je sois là au cas où. Donc c'est même pas pour me faire jouer. Ils ont refusé de me laisser partir pour que je sois là au cas où. Donc vous comprenez, c'est ça qu'on vit au quotidien dans un club. Des fois, situation, certains auraient pu aller au clash, ne pas avoir la bonne attitude. Qu'est-ce qui vous a fait rester stoïque? Vous pouvez pas aller au clash. Vous pouvez pas aller au clash en fait. On peut pas aller au clash parce que on est employé par le club. Tu vas aller au clash, pourquoi? Et tu sais pas aussi ce qui peut se passer. Comme on l'a dit, ça peut aller très vite. Si tu vas au clash et que demain les 2 attaquants qui sont devant toi se blessent et que tu es allé au clash juste avant, ben peut-être qu'on va même pas te faire jouer, on va aller prendre un jeune encore. Donc tu peux pas aller au clash.
tu fais tout pour quitter le club, on refuse, le club c'est ton employeur. S'ils ont décidé que tu restes là, ben tu restes là. S'ils veulent pas te faire jouer, ben c'est leur problème aussi, ils vont te payer et toi tu vas pas jouer. Mais tu peux pas aller au clash parce que tu sais pas ce qui peut se passer le lendemain. Il faut toujours être prêt, Et il faut aussi vite switcher dans son cerveau pour se remettre au travail parce que tu sais pas ce qui peut se passer et peut-être tu vas être là titulaire le prochain match et si t'es pas prêt mentalement, ben tu vas faire un mauvais match et là t'auras plus d'excuses là. Donc, voilà. Très bien. Alors, quand on vit une saison aussi galère, forcément, l'envie, c'est de prouver à soi-même et aux autres qu'on a du potentiel, qu'on vaut plus qu'on a été traité. Quand on connaît votre parcours, on sait que vous avez été performant partout où vous êtes passé. La saison prochaine, pour vous, c'est une revanche sur l'histoire, c'est cela? Moi, j'ai rien à prouver. Aujourd'hui, j'ai plus de 10 ans de carrière. Comme vous l'avez vu, j'ai joué dans le 3 grands championnats. J'ai joué en Ligue 1, en Première Ligue, en Bundesliga aujourd'hui. J'ai rien à prouver à qui que ce soit. Moi, c'est juste, j'ai envie. Aujourd'hui, pour moi, cette saison-là, j'ai pas l'impression d'avoir joué en Bundesliga. Et quand je suis arrivé dans ce championnat, j'ai envie de sentir la Bundesliga, de sentir les matchs. Donc oui, c'est juste ça mon envie en fait. J'ai envie de tourner la donne pour pouvoir avoir cette expérience Bundesliga. Très bien. Alors, messieurs, on va à présent parler de quelque chose qui a égayé le peuple béninois. Il s'agit de cette qualification à la CAN Maroc 2025. On n'était pas à la Coupe d'Afrique des Nations en 2023, la Coupe d'Afrique qui s'est déroulée finalement en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. On connaît tous l'histoire, on ne va pas la refaire ici. Il y a eu un ensemble de choses qui n'ont pas forcément roulé en faveur du Bénin. L'essentiel, c'est quand même d'être de retour à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez joué celle de 2019 et forcément, ça vous fait plaisir de revenir. C'est un grand plaisir, c'est un grand accomplissement. Cette prochaine Coupe d'Afrique au Maroc, c'est quelque chose qu'on attendait depuis maintenant 2 éditions. Et c'est un soulagement extraordinaire, je dirais. C'est un soulagement, pour moi, c'est la récompense de 2 années de travail, de l'année aussi de travail avec ce nouveau staff technique, le nouveau coach aussi. Donc c'est un accomplissement de beaucoup de choses, c'est un accomplissement aussi par rapport à notre génération. On montre encore, on grave encore notre nom dans l'histoire du football béninois avec cette deuxième participation à la Coupe d'Afrique pour notre génération. Donc oui, pour moi c'est l'une des plus belles choses qu'on puisse réaliser quand on est footballeur africain, international africain, c'est de participer à la Coupe d'Afrique. C'est ce qui représente notre continent aujourd'hui, donc c'est là où on veut être. Donc c'est vraiment une satisfaction extraordinaire pour moi de participer à cette nouvelle Coupe d'Afrique qui s'annonce d'ailleurs extraordinaire aussi avec l'hôte qui va mettre la barre très haute apparemment, donc c'est très bien. Alors David Kiki, le Bénin s'est qualifié à la dernière journée des éliminatoires. Il a fallu aller chercher une qualif dans un stade chaud bouillant de Tripoli. On a vécu cette qualification ici à la place de l'Amazone aux côtés des supporters béninois qui ont porté, on va dire, leur soutien à distance. Vous qui étiez sur le terrain, qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Franchement, sans vous mentir, ce match-là, là-bas, c'était quelque chose. Je pense qu'avec tous les coéquipiers, c'est un moment vraiment qui va rester gravé dans nos mémoires. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est allé dans un pays de guerre. Quand tu es sur le terrain, déjà quand tu rentres, tout le stade te siffle, tu dis, ça va se passer comment? Et quand tu arrives à avoir un résultat et à se qualifier, ben, tu dis que tu as fait ce qu'il faut. Mais après, tu dis, mais comment on va faire pour sortir de ce pays? Parce qu'il ne faut pas oublier. Je ne sais pas si on vous a dit, mais on s'est fait frapper. Absolument, on s'est fait tabasser. Les gardes qui sont censés nous protéger, ils nous tapaient. Donc là, quand tu es sur le terrain, tu dis, est-ce que je vais rentrer voir ma famille? Donc cette qualification là-bas, c'est quelque chose, vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a vécu. Et aussi, il ne faut pas oublier, on ne s'est jamais qualifié à l'extérieur. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Il y a eu la campagne de 2008 où le Bénin est allé gagner la Sierra Leone, mais c'était presque déjà fait, je dirais. Voilà, donc là c'était une qualification historique pour nous aussi et c'est quelque chose vraiment qu'on a accompli, on a accompli quelque chose d'extraordinaire. Il ne faut pas oublier, quand on part dans un pays comme ça, tu n'as pas tes supporters.
c'est comme si tu es laissé, au fait, tu es livré à toi-même. Donc on aime notre pays, c'est pour ça qu'on fait des trucs comme ça, des sacrifices comme ça. Je pense que, je ne dirais pas que tout le monde serait prêt à faire ça, mais quand on t'arrive dans cette situation-là, tu réfléchis 2 fois. Est-ce que David a eu peur? J'ai vraiment eu peur. L'homme de Misra était lui-même? J'ai eu peur, sans te mentir, j'ai vraiment eu peur. Et là où j'ai eu peur, c'est qu'on est resté dans le vestiaire pendant au moins 1 heure après le match. Et quand on est parti maintenant pour aller dans le bus, pour aller à l'hôtel, ben les gars qui nous accompagnaient, ils ont commencé par nous frapper. Tu fais quoi? Tu cours dans le vestiaire ou tu vas dans le bus? Tu vas où? Tu ne sais pas où tu vas. On a vraiment eu peur. Je te dis, on s'est couché dans le bus pâté. C'était horrible. C'était vraiment terrible, c'est vraiment terrible. Et le pire, c'est que tu ne peux pas envoyer un message à une de tes familles pour dire, pour expliquer un peu comment ça passe, parce qu'on est au stade, tu n'as pas de connexion et tout ça. C'est vraiment horrible, c'est vraiment horrible. Mais grâce à Dieu, on s'est qualifié, on est rentré sain et sauf, on n'a pas eu des coéquipiers, il n'y a pas eu vraiment de très grandes choses, très grandes blessures, on va dire. Mais c'est vraiment un moment traumatisant pour nous quand même. Alors Saturnin, quand on vit ce genre de moment, est-ce que on sort de cette situation en étant le même, ou on est transformé, ou on se dit plus rien ne peut nous arriver? Non, d'abord, voilà, moi je pense que d'abord cette qualification, voilà, ça a été une fierté pour moi quand tu vois les coéquipiers sur le terrain se transcender, de ne pas encaisser de buts et que de se soutenir, voilà, tu te dis effectivement rien ne pourrait nous arriver parce qu'il y avait une action, une faute que Steve a commis à la 92e et tout, et il y avait le coup franc et que tu vois le ballon passer à côté, et tu te dis voilà, c'est là je me suis dit voilà, c'est fini et on est qualifié quoi. Et c'est vrai, avec tout ce qui s'est passé, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Après, quand une fois à l'hôtel, ta famille, tout le monde t'appelle, est-ce que tu vas bien, voilà, parce que les gens ne savent pas, on fait beaucoup de sacrifices aussi. Quand tu laisses ta famille, tes enfants, et tu viens en sélection, tout ça, et après ce qui se passe, les gens ne savent pas. Mais aujourd'hui, je pense que on a un bon groupe quand même qui vit bien, avec des jeunes, avec des cadres, aujourd'hui qui permet quand même de se supporter, de se comprendre, et que c'est ça aujourd'hui sur le terrain on est en train de voir. Et je pense que il faut rester focus quand même sur l'objectif et beaucoup travailler, et après on verra ce qui va se passer. Alors Steve Mounier, avant ce dernier match du côté de Tripoli, il y a eu cet avant-dernier match à Abidjan face au Nigeria, où jusqu'à la 82e minute, le Bénin était qualifié grâce à cette tête de Mohamed Tijani. Dans la foulée, il y a eu ce but de Victor Osimhen. À ce moment, est-ce que vous vous êtes dit, mais non, pas encore le Nigeria? Ouais, à ce moment-là, on se dit non seulement pas encore le Nigeria, mais on se dit surtout on va encore aller devoir batailler à l'extérieur dans un pays compliqué pour obtenir notre qualification. Alors qu'on avait la qualification entre les mains jusqu'à la 90e minute. Donc voilà, donc c'est vrai que ce moment-là, il est un peu difficile à encaisser, mais on s'est vite remobilisé parce que on savait qu'on avait ce match très important à jouer en Libye. On sait qu'en peu de temps et sur plusieurs campagnes, il y a eu des situations malencontreuses pour le Bénin. Notamment, il y a eu cette défaite à Porto Novo, déjà face au Nigeria. Ce but de Paul Onuachu à la 93e minute qui va priver finalement le Bénin de Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu tout ce qui s'est passé avec la Sierra Leone derrière. On a l'impression à chaque fois qu'il y a une situation malencontreuse qui hypothèque les chances du Bénin. On est qualifié là. On est qualifié, donc on a réussi à casser cette mauvaise dynamique, si je dois dire. Et puis ça aussi, en fait, ça demande de l'expérience. Et aujourd'hui, en fait, quand vous avez ce genre de situation qui se répète plusieurs fois avec le même groupe de joueurs, ça leur permet d'acquérir de l'expérience et de ne pas reproduire ce genre de situation à l'avenir. Aujourd'hui, pourquoi on se qualifie en Libye? C'est parce qu'aussi on a vécu toutes ces choses auparavant. Vous comprenez? Et c'est pareil en 2019. Pourquoi on se qualifie en 2019? C'est parce qu'on a vécu la campagne aussi il me semble 2016, c'est ça? 2017. Voilà, où on a un échec sur le dernier match, le Mali. Et c'est cette génération-là qui arrive à se qualifier
pour 2019 parce qu'elle a vécu. En fait, c'est de l'expérience. Et aujourd'hui, on a tous acquis une expérience supplémentaire grâce à cette qualification. Mais c'est les mauvaises expériences du passé qui nous ont permis de nous qualifier aussi là. Et c'est comme ça aujourd'hui, quand tu vas en équipe nationale, il te faut un minimum de capital d'expérience. Tu peux pas arriver par exemple avec 22 jeunes en équipe nationale et espérer que quelque chose de bon va sortir de là. Impossible. Il te faut des joueurs d'expérience, des joueurs qui ont vécu ce type de match, qui sont capables de répondre à la pression d'un match en Libye. C'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Justement, ce match, c'était quoi le discours du coach? Quand vous venez, vous êtes déjà, il y a la causerie avant de quitter, mais quand vous venez au stade, c'est une autre histoire. Vous voyez les énormes tifos qui sont déployés, le stade qui est chaud bouillant, il y a les fumigènes. Qu'est-ce que le coach il vous dit? Non, mais c'est un message déjà de solidarité. Il faut être solidaire dans ce genre de match. Il faut qu'on souffre ensemble. On sait que ça va être dur. On sait qu'on va en prendre de tous les côtés. Donc ça, c'est le premier message qu'il nous donne, c'est d'être solidaire, de se battre. On sait ce qu'on doit faire sur le terrain. Tout a été préparé pendant la semaine. Donc on sait ce qu'on doit faire et simplement essayer d'aller marquer un but. C'était ça l'objectif lors de ce match. C'était essayer d'aller marquer un but parce que si on arrive à marquer un but, ça va être très compliqué pour eux. Il va falloir qu'ils en mettent 2 pour se qualifier. Donc, et voilà. Donc c'était ça le discours du coach en gros. Très bien. Alors, on sait, hein, ce sera peut-être une colle. En 2019, c'était déjà Gernot Rohr qui était sélectionneur du Nigeria qui prive le Bénin de Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est le même Gernot Rohr qui fait qualifier le Bénin pour la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Qu'est-ce que vous lui avez dit, coach? Tu as réparé ton tort, c'est bon, là on te pardonne, c'est fini? C'est vrai qu'on lui a pas dit, mais oui, il est pardonné, il n'y a pas de souci. D'accord, très bien. Alors, messieurs, nous allons nous intéresser, si vous voulez bien, à la campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui a démarré, enfin, les éliminatoires qui ont démarré depuis un moment. Ça a bien commencé, ceci, avec cette double victoire face au Rwanda et au Nigeria. C'était donc au stade Félix Houphouët-Boigny. Derrière, il y a eu les 2 dernières journées que nous avons joué face au Zimbabwe et à l'Afrique du Sud. Le Bénin s'en sort avec 1 point sur 6, avec le rêve du mondial avait déjà commencé par s'aimer dans le cœur de beaucoup de Béninois. Est-ce qu'ils ont le droit de rêver du mondial, les Béninois? Bien sûr, on a tous le droit de rêver au mondial. Donc nous les joueurs en premier et faire rêver le peuple en deuxième. Après il y a la réalité aussi du terrain. Aujourd'hui on est sur 2 revers entre guillemets. Je dirais le Zimbabwe où on gagne 2-0 et on se fait remonter à 2-2. Donc ça c'est le premier revers qu'on peut avoir. Et après on est sur un deuxième revers contre l'Afrique du Sud. Un match un peu plus compliqué contre une grande nation du football africaine, si ce n'est dans le top 3 des plus grandes nations africaines aujourd'hui. Donc on perd 2-0 entre guillemets à domicile, donc en Côte d'Ivoire, sur ce temps-là. Après voilà, c'est pas évident. Il faut continuer de rêver parce qu'ils ont, il me semble, perdu leur point récemment là. Donc on a encore le droit de on a encore le droit de rêver. Mais voilà, il faut être aussi réaliste sur ce qu'on peut faire. Donc tout est possible. Mais voilà, il faut aussi ramener il faut aussi que nos joueurs aussi et que tout le monde soit tous dans la positivité. Positivité pour pouvoir justement porter d'équipe et pouvoir justement atteindre nos objectifs. Ceci, merci beaucoup. Comme j'ai dit, c'est rare de vous voir à vous étendre sur des sujets dans les médias. Vous préférez donc plus dégager votre énergie sur un terrain de foot. Merci également à vous, David, d'avoir accepté de répondre à quelques questions dans le cadre de ce panel que propose donc Bénin TV pour le compte de, on va dire, de ce stage ici à Cotonou-Saturnin. Merci beaucoup. Nous avons été rejoints entre-temps par, on va dire, la jeune garde des Guépards du Bénin, Mathéo Arlinvi. Bonjour Mathéo. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci, et vous? Ça va. C'est presque pour la première fois aussi qu'on vous voit déjà avec nous sur Bénin TV. Oui, c'est la première fois. N'est-ce pas? Et comment ça se passe en club?
Tout se passe bien. J'ai rejoint un club russe au mercato hivernal au mois de février. Donc j'ai pu terminer la saison. Malheureusement, on n'a pas pu monter, mais c'est un projet sur le long terme. Et on va essayer de faire remonter ce grand club russe en première division l'année prochaine. Alors, ça fait 5 ans quand même que vous venez en sélection nationale du Bénin. Votre première convocation remonte à 2020. C'était sous le coach Michel Dushuyer. On a l'impression que c'est vite passé. Oui, une carrière ça passe très vite, mais c'est vrai que ces 5 ans, je ne les ai pas vus passer. Donc j'ai pu rejoindre l'équipe en septembre 2020. Et c'est toujours un grand plaisir de pouvoir rejoindre la sélection à chaque appel. Et puis vous avez aussi un frère qui jouait au football, Joris Arlenvi. Comment est-ce qu'il va? Il devient quoi, Joris? Oui, il va très bien. Donc, il avait participé à un stage avec l'équipe nationale en 2015. Et il a joué avec Steve Mounier. Donc, c'est comme ça que j'ai pu rencontrer Steve à l'époque. Et j'ai pu suivre son chemin. Et déjà à l'époque, il y a maintenant 10 ans, j'avais pu rencontrer les internationaux au Bénin Royal Hotel, les Cécénions, Michael Poté. Donc, ça m'avait donné déjà à l'époque l'envie de rejoindre l'équipe nationale. Et Joris, il devient quoi aujourd'hui? Il a arrêté le football et il est devenu préparateur physique et diététicien. Très bien. Momo, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, vous? Ça va, merci. Mohamed Tidjani, on vous appelle souvent Momo en sélection. Pour vos amis, vos collègues vous appellent Momo, donc je préfère aussi Momo, c'est plus simple. Bon, c'est pas Mobile Money, bon, même si à la fin on pourra... Allez, on parle pas de ça. Comment ça se passe? Malheureusement, vous avez connu une rétrogradation avec une relégation, je vais dire, avec votre club. Saison un peu compliquée, ouais. Même si du point de vue personnel, c'était une saison aboutie, non? Oui, bien sûr, ça a été très compliqué, mais bon, il y a du positif, il y a aussi du négatif, puisque le club est descendu en Ligue 2. Mais bon, c'est le football, on va penser positif et on va voir à l'avenir. Est-ce que vous allez rester dans le club ou vous allez switcher? Pour l'instant, je ne sais pas encore. Je suis en sélection, je préfère me concentrer sur la sélection et puis après on verra. Il y a des propositions sur la table? Et comme je l'ai si bien dit, je préfère me concentrer là et puis après on verra. La Ligue 1 peut-être, ça vous tente? C'est toujours bien. N'est-ce pas? Très bien. Junior Olaïta, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Ça va, ça se passe très bien pour vous? Ouais, ça va. Vous n'avez pas l'air timide, hein, ou c'est la caméra qui vous... Détendez-vous, hein, soyez tranquille et détendez-vous comme vous l'êtes sur le terrain. Vous avez activement participé au maintien de votre club en Ligue 2 française. Vous avez connu des passages à vide, mais sur la fin de saison, vous avez très bien rebondi. Racontez-nous un peu votre saison. Ouais, au début c'était dur avec l'ancien coach. J'ai joué un peu, après je ne joue plus. Et à l'arrivée de nouveau coach, il m'a fait confiance et j'ai montré à tout le monde que je peux faire quelque chose et ça se passe bien. Le français aussi, vous avez fait beaucoup de progrès dessus. Ça coule le sauce maintenant, ça va tranquille. Ouais, ça va. D'accord. Et vous vous épanouissez bien en France? Ça va? Non, ça va. Très bien. Alors, Mathéo, depuis un moment, vous avez perdu un peu une place de titulaire en sélection. On sait que sous l'ancien coach Michel Dushuyer, vous étiez quand même un des hommes de base de Michel. Aujourd'hui, vous grappillez quelques minutes pour répéter les expressions ou l'expression du coach. 1 minute par-ci, 1 minute par-là. Alors, qu'est-ce que ça fait? Bien évidemment, en tant que footballeur, on souhaite tous jouer 90 minutes. Mais moi, je suis au service de l'équipe et du coach. C'est très important d'avoir un très bon état d'esprit, surtout quand on représente l'équipe nationale. Donc bien évidemment, que ce soit 1 minute, 30 secondes, 90 minutes, c'est mon devoir de répondre présent et d'apporter ma pierre à l'édifice pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Et on a la chance d'avoir 2 gauchers sur ce panel. Les gauchers, c'est pas vraiment ce qui coule les rues dans l'équipe des Guépards. On n'est pas nombreux, mais c'est dans toutes les équipes de football, il y a majoritairement plus de droitiers. Donc nous, les gauchers, on essaie d'apporter notre patte. On dit souvent que les gauchers ont un bon pied, donc on essaie de le montrer et de l'utiliser à bon escient.
Et au bout de cette saison que vous venez de passer, il y a ce stage donc, qui vous conduira à cette rencontre face au Maroc. Le Maroc, vous connaissez très bien. Vous l'avez affronté donc, à la CAN en 2019. Ce sera des retrouvailles, non? Du coup, moi, je n'avais pas participé à la CAN 2019, mais ouais, j'ai suivi les exploits des grands frères. Et c'est ce qui m'avait donné encore plus envie de répondre à l'appel de l'équipe nationale. Donc on a déjà pu faire, je pense, 2 stages au Maroc les dernières années. Donc ça fait toujours plaisir de pouvoir voyager là-bas car il y a de très bonnes installations. Donc on va essayer de faire un grand match et de prouver aux grandes équipes africaines que nous aussi on est là. Mohamed Tidjani, aujourd'hui, vous êtes devenu un des hommes de base du système de Guénotre. Vous avez arraché une place en défense centrale. J'imagine que vous ne comptez pas la laisser tomber, cette place. Pas du tout. Après, c'est le football, voilà. J'essaie juste de donner le meilleur de moi pour apporter ce que je peux à l'équipe, voilà. Comment vous vivez ce statut aujourd'hui de titulaire? Je la vis bien parce que quand tu as des exemples comme Steve Mounier et Cécile d'Almeida, pour ne citer que ces messieurs-là, voilà, ça ne fait que plaisir et puis donner le meilleur de soi. Voilà. On sait qu'il y a très peu de place pour beaucoup de monde. On sait qu'aujourd'hui en défense centrale, on a Olivier Verdon, champion de Bulgarie, Cédric Moutandji, même s'il est un peu il a ralenti par des pépins physiques, mais qui peut aussi candidater pour une place de titulaire, ou Tamimou, Moïse Adileou. Il y a plein de monde aujourd'hui en défense centrale. Forcément, chaque match est un challenge pour vous. Tout à fait. Et ce qui est bien, c'est que tout le monde pense positif. Chacun essaie d'apporter ce qu'il peut. Après, c'est au coach de faire des choix. Voilà. Tant que chacun donne le meilleur de lui, c'est bien pour l'équipe. Alors, il y a une image qui a particulièrement retenu notre attention. C'était à l'issue du match face au Nigeria, du côté du stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. On vous a vu discuter avec Victor Osimhen. Qu'est-ce qu'il vous disait, Osimhen? Victor Osimhen, il nous a dit qu'on a mérité ce match, mais c'est dommage. Et il faut aller gagner en Libye. Voilà. Alors, on sait que dans le match aussi, vous l'avez beaucoup, c'était vraiment dur sur lui, un marquage individuel sur Osimhen. Est-ce qu'aussi, il vous a soufflé un mot sur votre performance? Non, pas du tout. Il m'a juste dit qu'on a mérité gagner ce match, que c'est pas grave, c'est dommage, mais il faut aller tout donner en Libye, quoi. Voilà. Très bien. Et ce match en Libye, comment vous l'avez vécu? Vous pouvez réajuster un peu votre micro, s'il vous plaît? Comme ça va? Voilà, ça va. Voilà, ce match en Libye, je l'ai vécu bien et belle expérience pour moi. Et pour être honnête, ce match, on est parti avec beaucoup de motivation. J'avais jamais vu l'équipe motivée autant. J'ai vu Sissi, j'ai vu Matteo, j'ai vu Roche qui a dit les gars, et il n'y a personne qui relâche là. On est tous là, on va aller chercher cette victoire. J'ai vu tout le monde motivé et vraiment, ça m'a fait vraiment chaud que cet état d'esprit-là. Et c'est ce qu'on essaie de garder, quoi. Il paraît que quand on joue à Abidjan, on sait que vous avez un côté ivoirien. Quand on joue à Abidjan, il paraît que c'est tout votre quartier qui se déplace pour venir suivre, comment on les appelle, le pro. Près de 1000 personnes qui se déplacent pour vous uniquement. Ouais. Le comité d'accueil est là. Hein. Tout à fait. Donc ça fait plaisir de voir les amis, les anciens camarades. Ça fait beaucoup plaisir, Vous avez l'impression de jouer à domicile? Tout à fait, bien sûr, parce que j'ai la famille, j'ai des amis, tout ça. Donc pour moi, c'est différent. Donc c'est bon, on peut délocaliser tous les matchs du Bénin? Non, pas du tout. On a aussi besoin de nos supporters ici. Et déjà, ça fait vraiment plaisir de revenir ici. Et ça nous avait beaucoup manqué, je vous dis. Alors Steve, ça fait quand même un moment que le Bénin ne joue plus à domicile du fait de ces installations qui ne sont malheureusement pas aux normes. On sait que le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour pouvoir faire les retouches nécessaires qu'il faut pour à nouveau faire accréditer le stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Quand on joue à l'extérieur, mais finalement qu'on est à domicile, est-ce que ce n'est pas un peu galère? Oui, c'est sûr que c'est pas simple, même si à Abidjan on a été très bien accueillis et qu'il y a de très belles installations, comme Mohamed l'a dit,
sur des matchs, des gros matchs, d'avoir les supporters, ça peut faire la différence. Et par exemple, je vais prendre un exemple, le match de l'Afrique du Sud. Le stade était vide. À 16h mardi, il n'y avait personne pour nous supporter. Alors que si on était à Cotonou avec 30-35 000 dans le stade, peut-être que le résultat aurait été différent. Peut-être, on ne sait pas. On ne saura jamais. Mais voilà, c'est pas simple de jouer à Abidjan, même si on a réussi à avoir de bons résultats. Il faut le dire, c'est pas simple et on espère vraiment retrouver très vite le stade de l'amitié. Junior, vous faites partie aujourd'hui des titulaires presque indiscutables, j'ai envie de dire, de cette sélection. On vous a vu venir progressivement avec le coach Michel Dussuyer qui vous a introduit dans cette équipe. Aujourd'hui, vous faites partie des tauliers. Ça fait plaisir forcément d'avoir presque ce statut. Ouais, ça fait plaisir. C'était pas facile au début avec les anciens. Donc petit à petit, j'ai gagné ma place. Et vous allez jouer votre toute première Coupe d'Afrique des Nations, vous avez hâte? Ouais. Vous avez joué avec Charbel Gomez pour le compte du Wafou. C'est d'ailleurs à ce niveau-là on vous a découvert. Après, vos trajectoires ne sont pas les mêmes. Vous jouez aujourd'hui en Ligue 2 française. Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez aller au-delà de la Ligue 2 française? Vous en avez les qualités pour? Ouais, déjà c'est le travail. Maintenant, je sais que c'est pas facile pour moi au début quand je suis à New York et petit à petit parce que j'ai connu 2 descentes. Malheureusement, Bordeaux a descendu et nous on a revenu en Ligue 2. Mais j'ai quitté 3 pour aller à Grenoble. Et donc maintenant, j'ai fait une bonne saison. Je vais continuer sur ça et pour voir comment ça va finir. Mathéo, dans votre agenda, il est marqué Cannes, Coupe d'Afrique des Nations, c'est bon. Vous avez hâte d'y être? Bien évidemment, c'est marqué dans l'agenda de tous les Béninois, je pense. Et on va tout faire on va tout faire en club pour pouvoir postuler à l'équipe, mais c'est sûr que depuis la qualification, c'est un objectif et on a tous basé nos saisons sur cette CAN qui arrive. Il y a beaucoup de beau monde aujourd'hui en milieu de terrain. On sait que les places seront âprement disputées et chèrement acquises. Comment est-ce que vous vous préparez au challenge? Oui, bien évidemment, le milieu de terrain, c'est une position très disputée, que ce soit dans le football de manière générale, mais en sélection aussi. Donc je vais travailler pour montrer au staff et au coach que je mérite une place et avec mes qualités, on peut dire différentes des autres terrains. Chacun a son profil, donc ce sera au niveau des entraînements et de mes performances en club que je pourrai gagner ma place. Steve, ce sont des jeunes que vous avez vu venir en sélection. Que dites-vous de leur progression? Effectivement, j'ai vu Junior arriver. Je me rappelle encore de son premier entraînement où il cherchait toujours à me faire la passe. Il cherchait toujours à alimenter son attaquant. Et c'est de là où j'ai vu des qualités et un grand avenir pour Junior. Et Mathéo, pareil, je l'ai vu aussi arriver avec aussi de très belles qualités, son pied gauche, sa patte gauche, et il n'a cessé aussi de progresser. Malheureusement, c'est des jeunes qui n'ont pas encore eu la chance de passer ce cap dans les clubs en Europe, mais je leur souhaite vraiment d'y arriver parce qu'ils ont les qualités pour. Junior, que ce soit Junior ou Mathéo, je pense qu'ils ont les qualités pour jouer dans une première division, dans un championnat européen. Et j'ai espoir qu'ils y arrivent encore avant la fin de leur carrière. De nouveaux joueurs donc qui intègrent la sélection nationale, quitte à eux sans doute de se battre sur le terrain et d'arracher leur place, de bousculer la hiérarchie. Steve, vous qui êtes désormais l'ancien dans cette équipe, comment est-ce que vous appréhendez ces nouveaux venus en sélection? Non, c'est toujours bien de voir de nouveaux joueurs, mais là, le reportage me fait un peu sourire parce qu'il faut faire attention aux adjectifs qu'on emploie quand on décrit des joueurs, surtout des jeunes joueurs comme ça. Il ne faut pas leur mettre des idées dans la tête, des idées qui ne sont pas réelles. Et il faut vraiment faire attention aux mots qu'on emploie. Et ça aussi, je dénonce aussi ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de pages qui se créent et qui font la valorisation, je dirais, de la médiocrité. Parce qu'on parle souvent de joueurs qui évoluent même pas dans des championnats, mais on dit « Oh, le joueur exceptionnel, le joueur qui a mis tant de buts, le joueur... » Faut rappeler le niveau de chaque chose.
faut rappeler le niveau de chaque chose. Et ces jeunes, il ne faut pas les pousser avant l'heure. Il y a de la surenchère, voilà, de la surenchère, il y en a beaucoup trop. Et sur les réseaux sociaux, c'est devenu n'importe quoi. C'est vraiment devenu n'importe quoi. Donc ça, je le redis, c'est ce qu'on appelle la valorisation de la médiocrité. C'est ce que j'appelle la valorisation de la médiocrité. Valoriser les choses qui doivent être valorisées. Ces jeunes joueurs, j'espère qu'ils auront un grand avenir en équipe nationale. Mais ne leur inventez pas des qualités, ne leur inventez pas des choses qui ne sont pas réelles. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on rentre dans une complète... sur les réseaux sociaux, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi parce que il n'y a tellement pas de joueurs au Bénin, tellement pas de vivier qu'on essaye d'en trouver, qu'on essaye de créer des choses et tout. C'est quelque chose qui m'énerve profondément en fait. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui devraient être valorisés, qui ne le sont pas et d'autres qui le sont alors qu'ils ne le devraient pas. Et ça ne permet pas à la jeunesse en fait de progresser. Aujourd'hui, mettez la lumière sur des mecs qui jouent dans des vrais championnats, dans des grands championnats. Après, c'est bien aussi les autres qui jouent dans d'autres championnats. Mais ça permet aussi à un jeune de se dire, moi, je veux atteindre là-haut. Parce que si vous valorisez le gars qui joue seulement, qui va aller en France et qui joue en 5e division et vous dites, il fait des super matchs, il a mis 18 buts, mais il joue en 5e division. Donc, le jeune qui est au Bénin, il va dire, moi, je veux faire comme le jeune qui est en 5e division aussi. Mais c'est aller où, ça, en fait? Ça allait nulle part. Vous voyez un peu, et ça c'est votre rôle aussi, à vous les médias. C'est très important. Parce que si on veut que le football béninois progresse, il faut non seulement nous, qui sommes ici, nous les joueurs de l'équipe nationale, il faut qu'on mette la barre très haute. Et il faut que ces jeunes-là cherchent à aller là-haut et pas aller demander à des pages Facebook de faire leur publicité, de dire que c'est des bulldozers, que c'est des mecs qui vont vite, alors que pas du tout. Quand on les voit sur le terrain, après, il n'y a pas ça. Donc, je ne dis pas que ces jeunes n'ont pas de qualité. J'ai vu des qualités chez pas mal de jeunes là qui nous ont rejoints. Mais je dis juste qu'il faut faire attention aux adjectifs qu'on emploie à chaque fois qu'on parle de ces jeunes. Parce qu'après, quand dans 2 ans, on ne les voit plus, ces jeunes, pendant ce temps, vous avez parlé... Qui sont passés, qui ne sont plus revenus, qui ont fait des one-shots. Beaucoup. Je me rappelle un jour, Chabel, je l'adore. Mais un jour, j'avais vu sur les réseaux sociaux qu'on me comparait Chabel Gomez avec moi alors que je jouais en première ligue. Il était encore au Bénin. J'ai vu sur les réseaux sociaux qui est meilleur entre Chabel et Steve Mounier. Je joue en première ligue, il joue au Bénin. Et vous pensez que c'est le même niveau? Vous voyez, les gens sur les réseaux sociaux pensent que c'est le même niveau. On ne parle pas de la même chose. Et ça, il faut faire très attention parce qu'on est rentré vraiment dans un truc qui est très dangereux pour le football béninois. N'oubliez pas quelles sont les choses à valoriser. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. Si on veut que le football béninois progresse, c'est très important. Voilà, c'était le message que je voulais faire. Votre message, il est passé 5 sur 5, Steve. On a encore 5 petites minutes, 5 grosses minutes aussi au football. 5 minutes, c'est beaucoup pour renverser un match. Junior Olaïtan, alors aujourd'hui, vous êtes en train de faire vos armes en sélection nationale. Est-ce que vous vous épanouissez dans le rôle qu'on vous confie sur le terrain? Vous préférez jouer au milieu ou sur le côté? Oubliez le coach, c'est vrai qu'il est en train de vous écouter, mais bon. Là où moi j'aimerais jouer, c'est au milieu, mais je suis à la service de la nation, donc c'est le coach qui décide. S'il me dit tu joues latéral droit aujourd'hui, je vais jouer. Donc c'est le coach. Donc moi j'aimerais jouer derrière Steve. D'accord, vous préférez jouer en 10 ou en 9,5? D'accord, très bien. Sans oublier qu'il y a Tosin qui est là aussi. Hein. Ouais, Tosin il peut jouer à gauche. D'accord. Chacun essaie de chercher le poste qui lui convient. Mathéo, vous, devant la défense ou en relayeur? Mon poste de prédilection, je pense que c'est relayeur, mais dans un milieu à 2, à 3. Et je suis polyvalent. J'ai pu rentrer aussi milieu gauche en fin de match pour un peu aider la défense. Même dépanner arrière gauche en club. Ouais, ça m'est déjà arrivé aussi de dépanner à latéral gauche, mais comme a dit Junior, même s'il faut finir dans les cages, on joue puisque c'est la nation après tout. D'accord. Momo a déjà joué attaquant pendant 3 minutes face au Mozambique, n'est-ce pas Momo? Oui, ça c'est vrai. Donc s'il faut même prendre les gants, ça va. Faut tout donner pour la nation. Très bien. Alors, il arrive forcément que pour les performances pas abouties, les gens ne soient pas contents, notamment les dirigeants. Qu'est-ce que vous dites parfois des réactions? Est-ce que vous pensez qu'il y a des réactions aussi qui sont excessives lorsqu'on perd des matchs? Déjà,
faut que les gens comprennent que quand tu fais un mauvais match, tu le sais. On ne peut pas se mentir. Et on sait pertinemment que par moment, on n'a pas été bon. On se remet en cause. Mais le rôle des supporters, des gens au pays, c'est de nous soutenir, tu vois. C'est pas de tirer sur l'ambulance qui... C'est méchant par moment. Moi, j'ai vu souvent des commentaires qui sont pas vraiment gentils. Voilà, ce que moi je peux dire, c'est de nous encourager. C'est vrai que c'est par moments difficiles, c'est souvent difficile, mais il faut nous encourager. Parce qu'on le sait que c'est pas facile. Alors Steve, vous avez vu tout dernièrement, le sélectionneur a dû s'expliquer devant le comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Malheureusement, les images se sont retrouvées, des vidéos même se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Est-ce que ce sont des choses qui vous choquent? Le sélectionneur a dit en conférence de presse que vous lui avez apporté son soutien, les joueurs dans leur immense majorité. Est-ce que vous avez été choqué de voir ces images-là? Oui, évidemment, c'est des choses qui nous ont surpris, je dois dire. Surtout parce que quand on s'est qualifié pour la CAN ou quand on a fait des victoires importantes, j'ai pas entendu que le coach il a été convoqué pour quoi que ce soit. Mais là, on perd contre l'Afrique du Sud et je dois dire, si on doit nous reprocher quelque chose, ce n'est même pas d'avoir perdu contre l'Afrique du Sud, mais plutôt d'avoir fait match nul contre le Zimbabwe, parce que l'Afrique du Sud c'est une grande nation et aujourd'hui de battre l'Afrique du Sud c'est un exploit pour le Bénin, il faut le rappeler. Il faut le rappeler, c'est un exploit de battre l'Afrique du Sud. Nous ne sommes pas aujourd'hui une grande nation du football africain. Il faut dire la vérité. Donc quand les gens espèrent qu'on gagne tous nos matchs contre ces grandes nations, c'est pas possible. On peut le faire des fois, faire des exploits, quand toutes les données sont dans notre sens. Ça peut arriver comme on l'a réussi à le faire face au Nigeria. Mais sur 10 fois, peut-être que vous allez y arriver 2 fois, 3 fois maximum. Mais c'est des choses, en fait, c'est comme je le dis, c'est au niveau du niveau. L'Afrique du Sud, aujourd'hui, ils ont des joueurs qui jouent à Mamelodi Sundowns, qui jouent la Champions League africaine, qui jouent ensemble depuis des années. C'est une bien meilleure équipe que nous. Donc si on doit battre l'Afrique du Sud, on doit réaliser un exploit. Voilà. Et donc oui, effectivement, c'est des choses qui nous ont surprises. Et je le redis encore aujourd'hui, nous, on apporte tout notre soutien au coach. Et aussi, s'il y a un message qu'on souhaite envoyer au comité, c'est que nous, on est là aussi pour se battre pour la nation et qu'on fait tout sur le terrain en permanence pour essayer de gagner les matchs. Quand on va sur un terrain, c'est pas pour perdre. Donc, des fois, on a l'impression de ça, qu'on fait exprès de perdre les matchs. Mais non, on cherche à gagner, on cherche à se qualifier pour les grandes compétitions. Et on fait tout notre possible pour y arriver. L'objectif face au Maroc, c'est quoi ? C'est de faire un bon match, et de se préparer pour la Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, dire qu'on va aller faire un résultat au Maroc devant 70 000 personnes, on ne peut pas le certifier, on ne peut pas en avoir la certitude, mais on va essayer d'aller faire un bon match, un match sérieux par rapport à ce qu'on cherche à mettre en place pour la Coupe d'Afrique et pour les matchs de septembre et d'octobre. Et c'est tout. Et après, le coach, il va aussi pouvoir voir des nouveaux joueurs, voir s'ils sont capables aussi de nous intégrer dans les prochains matchs qui seront très importants. Mais c'est toujours dans une démarche de progression, ce match. Jouer contre des grandes nations pour continuer à progresser et arriver à la CAN prêt et efficace. Voilà. Merci beaucoup à vous, Steve Mounier, capitaine des Guépards du Bénin. Merci également, Momo, de nous avoir accordé du temps. Merci, Mathéo Junior, merci.